Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 8 juin. Voici les titres de l'actualité. Dans l'actualité, bien évidemment, les législatives. Aujourd'hui, focus sur la troisième circonscription de la Moselle. Avec 14 candidats en course, elle est la plus disputée du département. Nous retrouverons également notre journaliste Colline Expert en compagnie de l'ancien président de la République, François Hollande, venu soutenir les candidats du Parti socialiste dissident. L'Europe va-t-elle interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2035 ? Nous vous avons posé la question ce mercredi à Metz. Le Parlement européen doit se prononcer sur la question dans les prochaines heures. Enfin, ne manquez pas le grand format sur les patrouilleurs de la SANEF à Saint-Avold. Ils sont les yeux et les bras de l'autoroute, mais surtout les plus exposés lors des interventions. Nos journalistes les ont suivis. La météo demain, un mélange de nuages et d'éclaircies dans le ciel mosellan. Des épisodes pluvieux sont à prévoir. Les températures, elles, iront de 10 degrés le matin jusqu'à 19 l'après-midi. Et puis ce soir, deux invités, Arnaud Spetz, président de la communauté de communes de l'Arc Mosellan. Bonsoir. Et Rémi Barbier, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie de théâtre de Nihil O'Neill. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous reviendrons ensemble sur la dynamique culturelle de la communauté de communes, notamment grâce au festival de théâtre de l'Arc Mosellan qui a déjà commencé il y a quelques jours. Mais avant, développons les titres de l'actualité. Et ouvrons pour commencer Moselle Info, une grosse page législative. Coup de projecteur aujourd'hui sur la troisième circonscription de la Moselle avec 14 candidats en lice. C'est la plus disputée du département. Malgré les candidatures d'union, tout l'échiquier politique est représenté face au député sortant, le macroniste Richard Liogé. À 5 jours du premier tour des élections, les jeux sont loin d'être faits. Fanny Bragard et Ghislain Schumacher. Entre ville et ruralité, la troisième circonscription s'étend du secteur de Metz-Est à Pange ou encore Vigy. Sur ce territoire, 29 630 votants ont élu le macroniste Richard Liogé en 2017. Cette année, le candidat se représente sous l'étiquette de la majorité présidentielle, alors que ses adversaires l'accusent d'avoir fait de la figuration pendant son mandat. De toute façon, les adversaires ne savent que décrier. S'ils étaient là pour dire des compliments de la personne qui était en place, ils ne se présenteraient sans doute pas. Écoutez, moi j'ai fait mon travail, j'ai notamment publié mes statistiques qui montrent que j'ai été 2 fois plus présent à l'Assemblée nationale que Mme Zimmermann qui m'a précédé. Et donc d'une certaine manière, je n'ai rien à me reprocher. Au contraire, je suis assez fier de mon bilan. Le député sortant sera confronté à sa prédécesseuse. Après avoir représenté les Mosellans pendant 19 ans à l'Assemblée, Marie-Jo Zimmermann retourne dans l'arène, mais sans esprit de revanche. Après avoir été proche de Nicolas Dupont-Aignan, elle a dernièrement intégré le parti Horizon, ce qui lui a aussi valu quelques critiques. Être dans le groupe parlementaire d'Édouard Philippe, tout simplement parce que je pense que j'ai beaucoup à apporter dans ce groupe. Je suis une parlementaire aguerrie et je pense que sur de nombreuses lois qui vont arriver dans les prochains mois, j'y apporterai à la fois mes convictions mais également mes connaissances. Députée européenne, Nathalie Colin-Oesterlé devra quitter son mandat en cas de victoire. Représentante de la majorité municipale, il lui faudra convaincre des électeurs à des problématiques bien différentes. En ce qui concerne la ruralité, il faut évidemment régler les problèmes de mobilité, de désertification médicale. Moi je dis toujours, lorsqu'il y a 1 euro qui est dépensé dans les quartiers prioritaires, eh bien, il doit y avoir 1 euro consacré à la ruralité. C'est pour ça que c'est très important d'être un élu de territoire proche vraiment des habitants. Dans cette dernière ligne droite, tous font valoir leur ancrage territorial. Françoise Grollet, candidate du Rassemblement national, s'engage, elle, à améliorer le quotidien de l'ensemble des habitants. On parle toujours des mêmes problèmes qui sont ceux du pouvoir d'achat. Donc nous voulons proposer dès notre élection à l'Assemblée nationale un certain nombre de mesures qui seront par exemple de diminuer les taxes sur l'essence, sur l'électricité, sur le gaz, de supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité alimentaire ou d'hygiène. Nouvelle venue en politique, Charlotte Leduc est le visage de l'Union de la gauche sur la troisième circonscription. Après les 22% obtenus au premier tour de la présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, elle espère mobiliser les électeurs pour ce véritable troisième tour.
pour moi, l'urgence extrême, c'est vraiment répondre à l'urgence sociale, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent vivre mieux dans des conditions dignes. Et pour ça, il faut répondre immédiatement aux besoins d'augmentation des salaires, de passage au SMIC à 1 500 €, à la revalorisation des petits salaires qui suivent, et puis aussi des retraites. Tout ça, ça va permettre de redonner du souffle immédiatement aux gens. Déterminés, ces candidats mèneront une campagne intense sur le terrain. Tous espèrent emporter les faveurs des électeurs dimanche. Et dans cette circonscription, je vous donne la liste des 9 autres candidats. Nous avons Marie-Jeanne Bèche du Parti ouvrier indépendant démocratique, Christian Bemer de Reconquête, Bernard Carrara de Divers, Gaël Diaferia du nouveau parti anticapitaliste, Éric Gulineau pour le Parti socialiste, Étienne Ouaddara de Lutte ouvrière, Roxane Jurion du Parti animaliste, Anne-Catherine Lecard pour les Républicains et enfin Marlène Wagner issue des Patriotes. Toujours en politique, François Hollande, ancien président de la République, est en Moselle pour soutenir les 4 candidats dissidents du Parti socialiste. Il s'agit d'Éric Gulineau, de Johan Haddadi, Jean-Jacques Kurz et Anthony Thielon. Ils ont fait le choix de ne pas rejoindre la NUPES, la coalition de la gauche formée après l'élection présidentielle. Colin Expert, vous êtes au Club de la Presse à Metz en compagnie justement de François Hollande. Oui Jean, je suis en présence de l'ancien président de la République. Bonjour François Hollande. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi ce choix de soutenir les candidats qui ont refusé la coalition de gauche avec la NUPES? Que rejetez-vous dans cette union? Je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de candidats socialistes dans ces élections législatives parce qu'ils étaient à même de gagner des sièges pour la gauche tout entière et l'accord NUPES ne le permettait pas. Ensuite, l'accord dont vous parlez est sur la base d'un programme qui ne me paraît pas être crédible puisqu'il annonce des dépenses considérables sans les financements et une position sur l'Europe que je ne partage pas et que beaucoup de socialistes ne peuvent pas suivre. À partir de là, il faut être conscient qu'il va falloir sans doute au deuxième tour les rassemblements nécessaires, mais au premier, il était important que des candidats socialistes puissent se faire entendre, puissent défendre leur position, puissent montrer que l'Europe, et je parle ici à Metz, c'est une grande partie de notre avenir, surtout lorsqu'il se passe ce qui se produit en Ukraine. Le Parti socialiste n'a obtenu que 1,44% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Malgré cet échec, pensez-vous tout de même que les 4 socialistes qui se présentent hors alliance peuvent tout de même convaincre pour ce premier tour? Oui, parce que beaucoup d'électeurs socialistes ont voté pour Emmanuel Macron, c'est arrivé, pour faire barrage au Front National. D'autres ont voté pour Jean-Luc Mélenchon avec le même argument, c'est-à-dire écarter l'extrême droite pour permettre qu'il y ait un vrai débat au second tour. Mais ce sont des électeurs qui, aujourd'hui, peuvent, pour des élections législatives, se tourner vers les socialistes et espérer qu'il y aura des députés de gauche qui seront nombreux pour s'opposer à la fois au gouvernement, mais également rester une force crédible. Et de toute manière, il faudra, après les élections législatives, retrouver une famille politique, celle de la social-démocratie, qui partout en Europe, à côté ici, nous sommes à Metz et en Allemagne, il y a une coalition avec les sociodémocrates et les écologistes. Eh bien, il faut que cette social-démocratie puisse exister en France. Sinon, on aura toujours une gauche radicale d'un côté, une extrême droite de l'autre et un bloc central qui, en fait, est un centre-droit qui ne dit pas son nom et qui gagnera à chaque élection présidentielle parce qu'elle fera peur à la population française en disant que les extrêmes sont à ses portes. Et après les défaites encaissées par le Parti socialiste ces dernières années, la division qui se fait actuellement ne risque-t-elle pas de nuire tout de même à la gauche et faire le jeu des autres partis comme celui d'Emmanuel Macron? Mais il y a toujours eu, dans toutes les élections législatives, et j'ai été présent, j'étais élu député pendant près de 25 ans, et même quand je suis devenu président de la République, il y avait toujours au premier tour une candidature socialiste, une candidature communiste, une candidature écologiste. C'était ce qu'on retrouvait à chaque scrutin. Et aujourd'hui, il faudrait qu'il n'y ait plus qu'une seule candidature. Et souvent avec des candidats ou des candidates LFI qui n'ont aucune base territoriale, qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est un territoire. Donc je trouve que nous aurions pu avoir une toute autre formule, des candidatures séparées au premier tour, un rassemblement au second et un programme qui aurait eu une autre allure que celui qui est présenté par la NUP.
Merci François Hollande pour ces précisions. Pour rappel, les élections auront lieu le 12 juin, et comme nous l'avons compris, le Parti socialiste compte bien faire entendre sa voix lors de ce scrutin. Merci Colline. Sans transition, elle a été annoncée depuis un moment maintenant. Elle devrait être officiellement entérinée dans les prochaines heures. La mesure visant à interdire la vente de véhicules thermiques en 2035 est soumise au vote des eurodéputés en ce moment. La mesure est loin de faire l'unanimité. Fanny Bragard et Colline L'Expert vous ont demandé votre avis à Metz. Regardez. Ah, moi j'aimerais bien, oui. Oui, voiture électrique, tout ce qui est pas polluant. La voiture électrique, c'est l'avenir pour moi. L'essence, tout ça, ça va être fini, le gasoil aussi. Je trouve ça franchement désolant parce que malheureusement on a toujours besoin des voitures essence ou diesel. Parce qu'on n'a pas, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique vu le prix et puis la conjoncture actuelle. Si admettons il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, on trouve un autre moyen, mais moi je ne prendrais pas la voiture. Non. Je suis vraiment pas pour la voiture électrique. Il faut déjà améliorer le rendement des batteries et deuxièmement retraiter les batteries. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut la recharger souvent, qu'il n'y a pas beaucoup de bornes accessibles. Voilà. Ça me fait un peu peur. Enfin, j'espère que ma voiture ne me lâchera pas avant longtemps, quoi. Il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de trottinettes, il y a beaucoup de gens qui marchent à pied. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est sûr que l'essence, ça pollue, oui, ça on en est conscient. Mais bon, après, voilà, il faut un mix des deux, on va dire. C'est ce qu'il faudrait, en fait. Je trouve pas ça normal, en sachant la crise qu'il y a en ce moment, d'interdire les véhicules. En sachant que nous, on a déjà des enfants et rouler au diesel, ça nous arrange. Qu'on doit laisser notre voiture pour acheter une neuve, on peut pas. On n'a pas assez d'argent. C'est cher à l'achat, donc je ne sais pas comment ça va se passer. C'est sûr que c'est pas donné. Ça ne sera sûrement pas applicable. Oui, ça. En 35, ça m'étonnerait. Ce sera impossible. Tout à fait personnel. Ce sera impossible que ça se réalise. Bon, et puis deuxièmement, il y a des gens qui ne pourront jamais se payer une voiture électrique dans les prix d'aujourd'hui. Donc il va falloir que ça se démocratise, ce qui n'a pas l'air d'arriver. En culture, l'édition 2022 du festival Constellation animera les rues de Metz du 23 juin au 3 septembre. Le thème, Nouvelles utopies, illusions et anamorphoses. Avec cette 6e édition, ce festival international des arts numériques souhaite valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager de la ville grâce à la culture. 2 parcours seront à l'honneur cette année, le parcours nocturne Pierre numérique et le parcours diurne Art et jardin, le tout accompagné d'événements annexes tout au long de la saison estivale. Écoutez Patrick Thiel à ce propos. Ces arts de la modernité sont extrêmement célèbres, séduisent beaucoup la jeunesse, mais nous les représentons toujours dans nos lieux patrimoniaux, y compris dans celui où nous sommes ici, c'est-à-dire le musée de la Cour d'Or, par exemple, mais il n'y a pas que lui, et qui participe. Et donc ça fait à la fois connaître un art nouveau et je dirais notre patrimoine architectural qui est 3 fois millénaire. Et à cet égard, beaucoup, lorsqu'ils viennent à Metz, découvrent une ville avec un passé extrêmement riche. Nous avons besoin, nous qui sommes au nord-est, je dirais, d'attirer à la fois, bien sûr, les eurométropolitains, les Messins, les gens de Moselle et de la région Grand Est, mais surtout et aussi tous les touristes. C'est aussi un moyen de faire connaître notre ville et aussi de la rendre très animée pendant tout l'été. Et je crois que nos commerçants nous en remercient aussi. Et vous pourrez retrouver un reportage complet sur Constellation demain à partir de 18h dans Moselle Info. En culture encore, chaque mercredi, Alicia Iblou vous invite à ouvrir la boîte à malice à partir de 19h sur Moselle TV. Au programme aujourd'hui, un focus sur le film opéra rock Distorsion, mais également sur la toute jeune association Station Est qui s'attache à promouvoir les artistes urbains et les sites patrimoniaux du territoire. Objectif placer Metz sur la carte du rap comme l'expliquent ici Léna et Rémi. Mais je pense qu'on n'a pas la prétention forcément de déconstruire effectivement ces clichés, mais je suis d'accord avec toi, ils existent encore toujours. C'est pas notre but premier de redorer l'image du rap. Non, parce qu'elle est déjà sacrément... C'est de valoriser les acteurs du territoire, c'est ça. Oui. Les talents du territoire. Exactement, ouais. Le résumé un peu de cette asso, c'est notre objectif premier, c'est de mettre Metz sur la carte. Parce qu'effectivement, ça commence à se régionaliser en fait depuis, je dirais, 10 ans, surtout depuis voilà, les bandes marseillaises, les bandes lyonnaises, les bandes lilloises, ce qui est très très cool aussi. Hein. Mais nous, si on pouvait faire une bande Grand Est,
Ça serait super notre chouette. but premier. Ce Effectivement, serait ouais. une maison d'édition Grand Est C'est ça. autour C'est de exactement la ça. culture urbaine. C'est toujours à fond que j'écoute, tous les packs sont que je les roule. Souvent à froid quand j'écris, que ma rancune ça m'aigrise, que je ne sens plus les coups. Ah, mais qui à part moi ce groove, je dors mieux quand j'ai pas de couche. Mais dormir c'est comme la flemme, je laisse pas s'éteindre ma flamme. Je suis over, je dégrade. Un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice ou sur notre site internet moselle.tv. Sans transition, vous le savez sûrement, sur l'autoroute, l'espérance d'un piéton est de 15 minutes seulement. Les plus exposés sont souvent les corps de métier qui interviennent sur ces axes. Parmi eux, le patrouilleur qui veille continuellement 24 heures sur 24 à la sécurité des usagers de la route. Lucie Philippot a suivi l'un d'entre eux à Saint-Avold. Voici Hervé, il est 13h et il s'apprête à prendre son poste. Il est patrouilleur pour la SANEF depuis 1998. Armé de son ensemble de travail haute visibilité, il va effectuer dans son fourgon tout équipé sa ronde jusque 21h. Faire notre tour patrouilleur, donc on a des circuits un peu définis. Donc là on va sortir en l'occurrence à Putange, on va remonter sur Farebersviller et puis après on ira du côté de Sarreguemines. Le secteur d'Hervé s'étend de Metz à Sarreguemines. Quotidiennement, il parcourt 230 km sur l'A31. Ses interventions sont très diverses. Il a souvent affaire à des cas de conducteurs inconscients du danger. Voilà, le petit garçon doit faire pipi. Bon, c'est bien dommage puisqu'il y a le parking juste avant. Mais voilà. Mais un véhicule peut prendre la bretelle d'embranchement, il va être un peu gêné et puis il peut y arriver quelque chose. Bon, ben là au moins on a la signalisation. Ils vont monter en voiture et ils vont repartir. Du ramassage d'animaux morts jusqu'à la protection d'accidents graves, plus rien n'est énervé. Ça m'est déjà arrivé en pleine nuit, un véhicule arrêté, tout feu éteint, et tout le monde dort tranquillement sur bande d'arrêt d'urgence, quoi. Sans, de l'inconscience, mais grave, quoi. Les patrouilleurs de la SANEF ont plusieurs tâches. Ils s'occupent de l'entretien des aires, mais aussi de la sécurité. Ils sont équipés pour intervenir vite et sécuriser les lieux rapidement lorsqu'un danger est signalé sur l'axe routier. L'intérieur du fourgon avec bien sûr les cônes, les produits absorbants pour les taches d'huile, gasoil, hydrocarbures. Voilà, on a un peu d'essuie-mains pour nous, un peu de papier WC bien sûr, ça nous sert aussi quand on fait nos tâches d'entretien des airs. Lorsque le patrouilleur intervient sur la voie, il garde toujours un œil sur la route et prévient les conducteurs du danger. On active les gyrophares, on lève le triangle, on a le PMV qui signale objet sur chaussée. Et puis on ramasse, on sécurise. Et puis voilà, et on repart, on essaye que l'intervention se fasse au plus vite, le plus sécurisé possible et repartir au plus vite. Pour rester le moins de temps possible arrêté sur bande d'arrêt d'urgence. En 2021, en France, un accident concerne le personnel autoroutier tous les 3 jours en moyenne. L'an dernier, la SANEF a recensé 33 000 interventions sur l'axe Paris-Strasbourg. Sur le secteur de Saint-Avold, on dénombre 4 000 événements qui ont nécessité une intervention des agents de sécurité de la SANEF, un chiffre significatif qui témoigne de l'exposition récurrente des patrouilleurs. Au niveau des accidents sur le périmètre du centre de Saint-Avold en 2021, on a déploré 213 accidents de la circulation. Et là, depuis le début de l'année 2022, on compte déjà 50 accidents qui impliquent, alors pas sur le centre de Saint-Avold, mais sur le réseau autoroutier français, 50 accidents qui impliquent des agents autoroutiers sur l'ensemble du réseau, contre 31 à la même époque l'an passé. Selon un décret du 17 septembre 2018, les automobilistes sont dans l'obligation de ralentir, de changer de voie ou de s'écarter au maximum lorsqu'une opération est en cours. Ce non-respect peut entraîner une amende de 135 € et une perte de points. Et tout de suite, retrouvons nos invités du jour. Je vous le disais ce soir, pas un, mais 2 invités. Arnaud Speth, président de la communauté de communes de l'Arc-Mosellan, et Rémi Barbier, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie du théâtre de Nîmes-Île-aux-Nîles. Alors nous allons revenir bien évidemment dans un second temps sur ce festival qui a déjà commencé le 3 juin avec vous, Rémi Barbier. Un festival qui s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large d'aide et d'accompagnement auprès du tissu associatif. Alors Arnaud Speth, une nouvelle convention a été signée en 2022 entre l'Arc-Mosellan et la compagnie de Nîmes-Île-aux-Nîles. À quoi sert cette convention, tout simplement ?
Alors, l'objectif de cette convention était bien de formaliser notre partenariat et de donner à l'association une visibilité sur plusieurs années, de 2022 à 2024, avec deux grands items, deux grands thèmes qui sont à la fois le festival jeunesse, festival théâtre jeune et le festival grand public. Voilà. Donc ça permet à l'association de savoir vers où elle peut aller. Et en effet, comme vous l'avez très bien signalé, l'Arc Mosellan soutient fortement ces associations culturelles et globalement toutes ces associations, avec un budget de l'ordre de 150 000 euros par an, en direction de la musique, en direction également d'un festival de la matière dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Et rapidement sur cette convention, quels sont au niveau financier, quels sont les chiffres? Vous avez des chiffres Alors 17 000 euros chaque année pour soutenir l'association à travers ces deux items. Alors vous l'avez dit, plus largement, la communauté de communes est très impliquée dans la vie culturelle. Comment vous estimez votre offre dans ce domaine justement? Alors pour nous, de ramener de la culture au cœur d'un territoire qui est rural, c'est une chose extrêmement importante parce que ça crée du lien social, ça renforce la vie associative, ça crée le dynamisme du vivre ensemble et du collectif. Voilà. Oui, c'est essentiel pour la vie commune rurale, justement, cette offre culturelle. Oui, parce que ça donne un accès à la culture à tout un public qui n'a pas forcément cet accès-là. On n'est pas en ville, on n'est pas dans une grande ville, on n'a pas les grands théâtres, mais avec la troupe Ni île ni île, on a un niveau extrêmement élevé dans la qualité culturelle. C'est du grand public, mais c'est avec une très grande qualité, une très grande finesse, avec une troupe qui se produit à l'international, soulignons-le quand même. Et donc ça participe finalement au renforcement de l'attractivité et la fortification du développement de la vie associative locale. Oui, tout à fait. Vous venez très bien de le résumer, merci. Avec le festival de théâtre, il y a d'autres moments forts à ne pas manquer? Oui, on a, dans l'ensemble de l'animation du site et du Moulin de Budin, on a créé un ensemble de festivals, donc de festivals, pardon, avec le festival de théâtre du 17 au 24 juillet, et puis plus tard dans la saison, au mois d'août, un festival de la matière, festival de sculpture, qui rassemble 5 artistes, avec beaucoup d'animations également pendant toute cette semaine-là. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, le festival jeunesse, auquel on est très attaché également, qui a déjà démarré. Alors, mis à part le côté financier, j'imagine, il y a un gros travail de terrain aussi qui est fait de la part de la communauté de communes pour aller vers justement ces acteurs locaux, ces associations. On est présent auprès de chaque association, que ce soit d'un point de vue d'un soutien financier ou d'un soutien technique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, dans un contexte qui est particulièrement difficile de sortie de Covid, nos associations ont besoin de nous. Elles créent ce lien social, elles créent ce vivre ensemble, et face à des situations où on a peut-être de plus en plus d'individualisme, eh bien ça c'est extrêmement important pour notre vie locale, pour notre attractivité sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Spett. Rémi Barbier, revenons plus en détail sur le festival du théâtre de l'Arc Mosellan. C'est parti pour la 16e édition. Encore un beau et riche programme qui nous attend. Dans un premier temps, depuis le 3 juin et jusqu'au 17, la programmation est dédiée au jeune public. Ensuite, elle sera consacrée à tout le monde, cette fois du 17 juin au 24 juillet. Globalement, comment pouvons-nous qualifier ce festival? Quel est son ADN? Son ADN, c'est de proposer un théâtre de répertoire de qualité au niveau rural. Et donc, c'est ce à quoi nous nous attachons depuis maintenant 16 ans autour de ce festival. Rassembler des publics qui ont été effectivement un petit peu moins nombreux ces 2 dernières années et qu'on espère retrouver cette année en extérieur et en salle. Et donc, on commence avec le festival Jeune Public autour d'un sujet qui a été partagé dans toute la Moselle ces derniers temps, c'est-à-dire avec Moselle déracinée. C'est un travail interactif avec des élèves des grandes sections du primaire autour du déplacement des populations de la zone de limite frontière de Thionville-Est vers la Vienne en 1939. Justement, le jeune public est assez concerné, vous pensez Oui, il est concerné. Il est concerné. Parce qu'il vit dans les il vit encore dans les mêmes maisons que ses arrière-grands-parents. Il voit la même couleur de paysage que ses arrière-grands-parents, les mêmes routes que ses arrière-grands-parents. Et donc, dans les familles, on parle encore de ce périple, de ce déplacement de la population. J'en discute beaucoup avec les élèves à l'issue du spectacle. Oui, ils sont très touchés par cette situation qui est effectivement très présente. On a des personnes d'Ukraine qui sont venues s'installer dans notre secteur. On comprend parfaitement ce que c'est qu'un déplacement en temps de guerre. Alors sur la partie tout public maintenant, si vous le voulez bien, oui. Plusieurs moments forts, en commençant par un spectacle retraçant la vie sur scène
de l'humoriste Coluche. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un excellent humoriste d'abord, et puis parce que c'est pas seulement un humoriste, c'est un acteur de cinéma, c'est un auteur, c'est un chanteur, hein, et c'est un homme public qui a laissé une trace très importante avec les Restos du Cœur. Donc nous avons revu sa vie entière et amené des éléments biographiques, des éléments chantés, des éléments des sketchs, évidemment de son parcours d'humoriste, dans une forme qui est une forme qu'on a initiée donc, dans la communauté de communes depuis 6 ans, une forme apéro-littéraire, c'est-à-dire que le public est à même la salle, les acteurs font partie du public, ils sont chanteurs et acteurs, les musiciens sont dans le public, et le public peut se saisir des œuvres et être très proche des œuvres, avec des petits jeux aussi, des petits quiz autour des auteurs que nous abordons. Mis à part ce spectacle autour de Coluche, quels sont les moments forts qu'il ne faut pas rater de ce festival ? Eh ben, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Donc on ne pouvait pas rater cette occasion de représenter des scènes iconiques de cet auteur. Ce sera en extérieur, dans la cour du Moulin de Budin. Et ce sera l'occasion de reparler de la question suivante. Pourquoi cet auteur est-il l'auteur le plus joué au monde ? Pourquoi est-il encore joué aujourd'hui, vénéré aujourd'hui ? À ce point-là, je pense que c'est quelqu'un qui s'est surtout intéressé dans son époque à la jeunesse et à la liberté. Et dans ce sens-là, ces idées touchent profondément notre actualité. Et le rapport des pères et des fils, des filles avec leur père pour ce qui est de l'amour, ce qui est de la liberté, est encore essentiellement présent dans notre société. Hein. Vous pouvez le constater autour de vous. Les femmes veulent se libérer, la parole se libère. Ce sont des questions importantes. Et cet auteur a déverrouillé, a dynamité des cadenas, des verrous dans son époque, et je pense qu'on est en train de faire un petit peu la même chose. C'est en ce sens-là où cet auteur, il est important d'être revu, réentendu aujourd'hui, parce qu'il parle de la même chose. Comment dynamiter avec le rire, la comédie, les verrous de notre société. Alors pour terminer très rapidement, les infos pratiques, où est-ce qu'on peut prendre connaissance de toutes les horaires de spectacles ? Sur notre site. Le site internet. Oui, théâtre-de-Nil-au-Nil.com, et donc vous trouverez tout le détail de ce festival. Très bien, merci infiniment Rim Barbier et bien sûr Arnaud Spett d'être venu sur le plateau de Moselle Info. Nous terminons cette séquence d'information comme chaque soir avec l'image du jour anniversaire. Le lycée Tessier de Bitche souffle ses 30 bougies cette année. Depuis son ouverture en 1992, près de 18 000 élèves sont passés par l'établissement public. Vendredi dernier, il a fêté comme il se doit cet anniversaire malgré le mauvais temps. Dans les couloirs, pas moins de 400 photos de classe, vous les voyez depuis l'ouverture du lycée, tapisser les murs. De quoi, pour tous les anciens, raviver leurs plus vieux souvenirs. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouver la météo avec René Anne, suivi du face-à-face avec le dessinateur Olivier Weinberg et bien sûr de la boîte à malice à 19h. Je vous souhaite une excellente sur Moselle TV. À demain.